Ce bâtiment blanc a longtemps fait partie du paysage de Tokyo. Il n'existe plus. Mais son image symbolise un moment capital de l'histoire récente du Japon. Quelques mois après Hiroshima et Nagasaki, quand le Japon était sous occupation américaine, c'est là que 25 anciens dirigeants japonais ont été publiquement jugés par un tribunal international pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes contre la paix. Leurs procès ont mis en lumière la conduite souvent barbare des troupes nippones en Chine et dans le Pacifique, de 1931 à 1945. Pour les Japonais, les révélations à propos de Nankin ont été parmi les plus surprenantes, les plus difficiles à entendre de ces procès. Ainsi, le général Matsue n'était plus le héros de la victoire de Nankin. Il était jugé pour les effroyables massacres commis dans cette même ville par ses soldats. Alors, le 12 novembre 1948, lorsque le président du tribunal prononça les 25 sentences, celle de Matsue était particulièrement attendue. In accordance with Article 15H of the Charter, the International Military Tribunal for the Far East will now pronounce the sentences on the accused convicted on this indictment. Comme 6 autres des accusés, le général Matsue était condamné à la plus lourde peine. Accused Matsue Iwani, on the counts of the indictment on which you have been convicted, the International Military Tribunal for the Far East sentences you to death by hanging. Sa sentence, comme toutes les sentences, ont été retransmises le jour même à la radio. Pour la presse internationale que l'on voit ici photographier une dernière fois les accusés, le récit du sac de Nankin par des témoins occidentaux avait été un des moments les plus frappants de ces procès. Fin 1937, les troupes nippones avaient semé la terreur à Nankin et selon ces témoins, ils avaient massacré en 2 mois plus de 100 000 Chinois, prisonniers et civils. Mais au Japon, rares sont les anciens soldats qui aient osé ou osent encore confier leur mémoire. Et récemment, la tragédie de Nankin a perdu la place qu'elle a eue dans les livres scolaires. Pourtant, Nankin est crucial pour comprendre cette guerre totale conduite par le Japon, en Chine et puis dans le Pacifique. Une guerre de colonisation dont le bilan a été de plus de 20 millions de morts. C'est ici, exactement ici qu'au mois d'août 1937, plusieurs corps d'armée japonais ont été débarqués sur la côte chinoise, à quelques 300 km de Nankin. En 1937, il n'y avait là que la mer et des kilomètres de rivages marécageux. Aujourd'hui, c'est une des zones industrielles de la mégalopole de Shanghai. Avant de conquérir Nankin, la capitale, le cœur, la ville phare de la Chine depuis plus d'un millénaire, il fallait d'abord s'emparer du port de Shanghai. Et il était d'autant plus important de s'en emparer que Shanghai était alors le poumon économique de la Chine. Les stratèges japonais avaient prévu que Shanghai tomberait en 8 jours. En fait, les troupes chinoises du président Chiang Kai-shek sont parvenues à résister 3 longs mois. Mais face à la supériorité écrasante des troupes et de l'aviation japonaise, le rempart pour la défense de Nankin finit par s'effondrer. Les troupes chinoises les plus fidèles à Chiang Kai-shek se replièrent sur Nankin. Les autres se dispersèrent plus à l'intérieur du pays. Fuyant les zones de combat, des centaines de milliers et bientôt des millions de civils chinois prennent à leur tour le chemin de l'exode. Après 3 mois de combat, des renforts de troupes japonaises sont débarqués juste au sud de Shanghai. Et en novembre 1937, c'est près de 200 000 soldats qui partent à la conquête de Nankin. 1 mois de marche forcée pour parcourir les quelques 300 km qui séparent ces 2 grandes villes chinoises. Les soldats disposent de beaucoup de munitions, mais de peu de vivres. Ces images paisibles de la campagne militaire étaient destinées au public japonais. Elles sont passées dans toutes les salles de cinéma du pays. Mais la réalité de cette campagne a été tout autre. L'histoire du sac de Nankin commence là, dans les villes et les villages, sur les routes qui mènent à la capitale. Ici, au village de Saobao, comme ailleurs, le passage des troupes japonaises est très ancré dans les mémoires familiales.
À Sao Bao, des rumeurs avaient précédé l'arrivée des envahisseurs. Alors, femmes et enfants sont allés se cacher dans les champs. Après 2 jours d'occupation, les 36 hommes du village sont emmenés de force dans une maison. Sao She-Yuen avait alors 10 ans. Je me souviens d'un petit garçon, un gardien de canard qui courait partout en criant que les Japonais étaient en train de verser de l'huile aux 4 coins de la maison. D'abord, on s'est demandé ce qu'ils étaient en train de faire avec de l'huile. Après, on a compris que ce n'était pas de l'huile, mais de l'essence, et que c'était pour mettre le feu à la maison. Parce que les Japonais avaient fait ramasser plein de choses en bois, ici, dans le village, mais aussi ailleurs, et même dans le village là-bas derrière. Et ils avaient fait mettre tout ça à l'intérieur de la maison. L'incendie a duré longtemps et personne n'est sorti vivant. Après, on ne pouvait plus reconnaître personne. Ils ne ressemblaient plus à des hommes. Michiharu Akai était de ces soldats japonais en route pour Nankin. Il a 94 ans. Après la guerre, il est revenu à la ferme familiale et ne l'a jamais quittée. À droite, c'est Tamaki Matsuoka, une enseignante scandalisée comme de plus en plus de Japonais par le refus des autorités de son pays à reconnaître la réalité des massacres de Nankin. Aussi, depuis 15 ans, Matsuoka ne cesse de collecter des mémoires d'anciens soldats à Nankin. Je suis entre la nostalgie et l'effroi. Beaucoup de gens ont été tués comme ça. Ils creusaient d'abord leur trou. Ils creusaient un trou? Ça se terminait comme ça. Le trou avait été creusé et... Ce genre de choses est arrivé à Nankin? Pas qu'à Nankin. Partout? À Joshua, par exemple? Nous, on n'avait pas le temps de creuser. Vous savez, notre chef de compagnie se moquait de ça. Avec lui, tout le monde y passait. Ils étaient tués à la baïonnette ou bien au fusil? Oh, on tirait dessus. Ensuite, on les emmenait dans une maison du village. Et puis, on les passait à la mitrailleuse. C'est comme ça que ça s'est passé dans le coin de Suzhou. Nankin. En avant-plan, les murailles qui entourent la capitale sur plus de 30 km. Depuis plusieurs mois, l'aviation nippone bombarde Nankin et largue des tracts invitant la population à se débarrasser du président Chiang Kai-shek pour que le Japon puisse venir rétablir ordre, moralité et justice chez son grand voisin. Ces images ont été prises par 2 reporters, l'un italien et l'autre américain, tout juste quelques jours avant la chute de Nankin. Chiang Kai-shek, ses ministres, le maire de Nankin et ses fonctionnaires sont déjà partis. Les 21 portes de la ville vont être fermées, barricadées, sur ordre du commandement militaire chinois. Mais les troupes repliées à Nankin sont mal équipées, désorganisées, démoralisées. Elles sont loin de rassurer les habitants. Parmi les derniers civils à vouloir quitter la ville, ce sont surtout des petites gens qui n'ont nulle part où aller. Ils sont nombreux à espérer qu'une fois les Japonais à Nankin, la vie sera enfin un peu plus paisible. Sur la voie ferrée de l'autre côté du fleuve, ceux qui attendent encore un train ne le verront jamais venir. Il est trop tard. Pour s'éloigner de la ville et des zones de combat, il faut remonter le fleuve Yangtze. À Nankin, seule l'ambassade du Japon reste ouverte. Celle des États-Unis est la toute dernière à fermer ses portes lorsqu'il paraît évident que la sécurité du personnel et de ses ressortissants ne peut plus être assurée. L'ambassade va provisoirement être transférée à bord d'un navire de la flotte américaine, le USS Panay, qui est ancré dans les eaux du fleuve juste au nord de la ville. Les 2 caméramans qui sont encore à Nankin filment ce départ, qui est aussi le leur. Mais dans moins de 2 jours,
l'ambassade flottante des États-Unis va être bombardée par l'aviation japonaise. Les 2 caméramans vont tout filmer. L'attaque du USS Panay sera grandement médiatisée et l'incident va provoquer les foudres de Washington avec des demandes d'excuses. Mais en fait, ni le gouvernement américain, ni les autorités de Londres ou de Paris ne souhaitent entrer en conflit avec le pouvoir japonais ou celui de la Chine. En décembre 1937, l'Europe est déjà entrée dans une phase de haute turbulence. Alors ce qui va se passer dans les prochains jours à Nankin n'est pas un sujet prioritaire. Loin de là. Le 8 décembre 1937, la ville est totalement encerclée par 7 divisions. La marine nippone contrôle aussi le fleuve Yangtze. Après un mois de campagne, chacun des chefs militaires veut être le premier à prendre la capitale chinoise. Si le vrai but de cette guerre est de coloniser la Chine, les soldats de l'empereur Hirohito sont convaincus qu'ils sont en mission divine pour soumettre aujourd'hui Nankin et bientôt toute l'Asie au pouvoir supérieur du Japon. Cette campagne avait été une véritable course de vitesse. Mon régiment était arrivé en premier. Effectivement, il a été clairement démontré que les divisions étaient en concurrence. Après son encerclement, la ville est prise sous un déluge de feu. Le 9 décembre, un ultimatum est adressé au général Tang, qui commande les forces chinoises repliées à Nankin. Le message est clair. S'il ne se rend pas d'ici 24 heures, ordre sera donné de prendre la ville et de la détruire totalement. Prévenu par radio, Chiang Kai-shek est indécis. Quand il répond, il est déjà trop tard. Le général Tang et son état-major parviennent à s'enfuir, mais derrière ces murailles, quelques 100 000 combattants chinois sont sans chef, abandonnés et piégés dans une ville qu'ils ne connaissent pas. Du côté japonais, le commandant Ono, que l'on voit ici se faire filmer par les caméras de la presse de Tokyo, va être le premier à faire entrer ses hommes dans les quartiers nord de Nankin. Vous êtes donc passé par-dessus les murailles. Oui. Et puis après, on a foncé. Mais il n'y avait plus personne. Quand les troupes japonaises entrent dans la ville, la panique est totale dans les rangs chinois. Des milliers de soldats se rendent immédiatement. D'autres se débarrassent de leurs armes et de leurs uniformes pour se fondre parmi les civils, mais la plupart se précipitent vers le nord de la ville et tentent de passer par-dessus les murailles pour essayer de rejoindre le fleuve. Combien ont-ils été à tenter de traverser les eaux glacées du fleuve Yangtze? Peut-être 50 000. À Nankin, le Yangtze est large de plus d'1,5 km et il n'y avait plus d'embarcations disponibles. Ceux qui ont échappé aux unités japonaises qui encerclaient la ville ont été pris sous le feu de la marine. Ce fut un massacre, ou plutôt le début d'un massacre qui allait durer des semaines. Pour les civils qui étaient restés à Nankin, le seul quartier de la ville où l'insécurité n'était pas totale était un espace déclaré Zone internationale de refuge. Situé au cœur de la ville, il comprenait plusieurs campements. Tout avait été mis sur pied avant le départ des autorités civiles de Nankin par un groupe d'une vingtaine d'Occidentaux qui vivaient là et s'inquiétaient du sort des civils en cas de victoire japonaise. Ces images ont été filmées discrètement avec une petite caméra amateur par 2 de ces Occidentaux, 2 Américains, le responsable local de la Croix-Rouge, le père John McGee, et George Fitch, le directeur du YMCA de Nankin. Ces images montrent un déplacement de femmes et de jeunes filles vers un campement où, espérait-on, leur protection sera mieux assurée. Avant son départ, la mairie de Nankin avait confié à ces Occidentaux l'accès à des stocks de riz, de farine et de combustible. Tenir quelques jours était possible. Quelques mois étaient impensables. La zone de refuge comprenait des écoles, l'université, un centre hospitalier, des ambassades et cet établissement d'enseignement supérieur pour jeunes filles, où près de 4000 femmes et enfants furent bientôt accueillis. 4000 sur les quelques 200 000 personnes qui allaient affluer dans cette zone de refuge.
Ces images-là datent certainement d'avant l'arrivée des Japonais. Au centre, c'est le révérend père John McGee. À droite, avec des lunettes, c'est Minnie Vautrin, la doyenne de l'établissement, américaine elle aussi. Xiong Xiufang est restée 2 mois avec sa mère dans l'un de ces bâtiments. Un jour, mademoiselle Vautrin est montée dans notre bâtiment et elle nous a dit « Vous allez pouvoir sauver la vie d'autres Chinois ». On lui a demandé comment c'était possible. Demain, des hommes vont être amenés dans 2 camions. Choisissez quelqu'un. Faites comme si vous le reconnaissiez. Utilisez vos enfants pour dire que c'est leur père, leur oncle. Vous pourrez sauver quelqu'un. Le lendemain, 2 camions sont venus remplis d'hommes de tous les âges. Je regardais par la fenêtre, mais je n'osais pas descendre. Des femmes avec un petit dans les bras s'approchaient du camion en disant « C'est l'oncle de mon fils ». D'autres disaient « Qu'est-ce que tu fais là, mon fils ?» Beaucoup d'hommes ont été sauvés comme ça. Cela s'est passé exactement ici, au pied d'un de ces bâtiments. Mais peu de soldats chinois cachés dans la zone internationale ont pu échapper à la mort. Ni Minnie Vautrin, ni les autres occidentaux ne s'attendaient à ce que l'occupation japonaise bascule dans l'horreur. Le 16 décembre, après 3 jours seulement d'occupation, McCallum, un autre membre du groupe, écrivait « Des viols, encore des viols. Nous avons compté 1000 cas de viols la nuit dernière et encore beaucoup d'autres aujourd'hui. Tout acte de résistance se solde par un coup de feu ou un coup de baïonnette. Faut-il croire que l'armée japonaise tout entière est incitée à faire tout ce qu'elle veut ? Les Occidentaux n'ont jamais été menacés. Mais tous les jours, toutes les nuits et pendant plus de 2 mois, des milliers de femmes ont été enlevées, violées, assassinées et des milliers d'hommes ont disparu. Quelques jours plus tard, le révérend père John McGee et George Fitch ont pris le risque d'enregistrer ces images. Il semble que cela ait été filmé depuis l'un des bâtiments de l'hôpital dans leur zone internationale. Au début, la situation semble confuse, mais peu à peu, il paraît évident qu'il s'agit d'un regroupement de Chinois, exclusivement des hommes, par des soldats japonais armés de fusils avec leurs baïonnettes. Peut-être s'agit-il de combattants chinois qui se sont débarrassés de leurs uniformes. Des femmes vont apparaître par la gauche de l'image. Elles s'approchent un peu et restent à distance. Et maintenant, il y a une 3e femme. Elle s'est mise à genoux. Un soldat japonais semble vouloir les maintenir à distance. Ces images témoignent d'une situation qui, selon tous les Occidentaux présents à Nankin, s'est répétée pendant des semaines. Beaucoup d'exécutions ont eu lieu au bord du fleuve. Pendant les premiers jours de l'occupation, ordre a été donné d'économiser les munitions et de tuer à l'arme blanche ceux qui étaient capturés. Ceux que vous passiez ainsi par les armes, ils portaient quel genre de tenue? Comment étaient-ils habillés? Des tenues comme ça? Vous voulez dire civils? Ils n'avaient pas vraiment de tenue particulière. Ils étaient habillés normalement, comme des paysans. C'est ça. Comment saviez-vous que c'étaient des soldats? À leur casquette. C'est ça, la casquette militaire ou la marque de la casquette là au front. On m'a déjà raconté que pour confondre les soldats ennemis qui avaient changé de tenue, vous regardiez s'ils avaient une marque au front. Vous faisiez ça? Nous, on ne faisait pas de contrôle comme ça. Vous ne faisiez pas de contrôle. Mais vous les passiez tous par les armes. C'est ça. On les tuait tous. Le 17 décembre, les troupes japonaises entrent par la porte sud pour leur défilé de la victoire. En tête de cortège, le général Iwane Matsue, le plus haut responsable militaire japonais en Chine centrale. Il est suivi par les chefs des 2 corps d'armée. À droite, c'est le prince Asaka, un oncle de l'empereur. Au Japon, les images de ce défilé vont formidablement servir la propagande. À Tokyo, un commentateur écrira « En ce grand jour de l'histoire de ce siècle,
4 mois après que nos armées aient été engagées en Chine centrale dans une guerre sainte, nous avons capturé la capitale ennemie et notre influence va maintenant s'étendre à toute la Chine. Pour ces soldats, il s'agit bien d'une guerre sainte, puisqu'ils se considèrent comme le bras armé de l'empereur Hirohito, qui est d'essence divine. Cette mission civilisatrice leur donne tous les droits. Déjà à l'école, ils ont appris combien ils sont supérieurs à leurs voisins chinois. À la caserne, on leur a martelé que ce sont des sous-hommes. Mais cette mission divine n'est en réalité qu'une guerre de conquête, destinée à coloniser la Chine entière. En moins de 5 ans, 2 600 000 civils japonais seront installés en Chine. Prendre la capitale de Nankin était essentiel, et l'occupation militaire fut d'autant plus brutale et impitoyable qu'elle devait servir d'avertissement au pays tout entier. C'est au cours de cette même journée que plus de 13 000 soldats chinois gardés depuis quelques jours dans ces baraquements sont emmenés à l'écart de la ville pour être exécutés. Le jeune officier Kurihara est de ceux qui les conduisent à leur mise à mort. Kurihara attendra les années 1980 pour rompre brutalement son silence et faire savoir avec ses dessins comment et où le massacre a eu lieu. Le fléchage en rouge indique la direction prise par la colonne de prisonniers pour aller vers le fleuve Yangtze. Et les prisonniers, 13 500 hommes, selon Kurihara, furent encerclés et tués avec des mitrailleuses postées en demi-cercle. Dans les notes qui accompagnent ces dessins, Kurihara a écrit qu'il n'était pas possible de continuer à nourrir autant de prisonniers. En janvier 1933, soit 4 ans plus tôt, l'école militaire d'infanterie japonaise avait publié un document concernant les méthodes de combat en Chine. Au chapitre prisonniers, il est signifié mot pour mot que tuer des prisonniers est une façon possible et sans conséquence de gérer le problème, dans la mesure où en Chine, presque personne n'est enregistré à l'état civil. À Nankin, ces collines sont connues pour leurs grottes. De célèbres et très vénérables ermites y auraient vécu. En décembre 1937, l'une de ces grottes était occupée par des ouvriers employés dans une carrière de pierre. Le jeune Wang Zhensu avait 16 ans. Il vivait et travaillait là avec son père. C'est là, dans l'après-midi, qu'ils ont entendu d'abord des tirs à la mitrailleuse. 2 jeunes avaient échappé à la fusillade et aux coups de grâce à la baïonnette. Ils s'étaient enfuis le long du fleuve jusqu'à l'endroit où il y a un petit chemin qui menait à notre grotte. Ils sont arrivés couverts de sang partout. C'est pour ça qu'on est allé leur chercher des vêtements sur des morts. Les 2 jeunes nous ont tout raconté. Nous, on était trop loin pour voir ce qui s'est passé, mais ils ont tout raconté. Vous vous souvenez de détails qu'ils ont racontés? Les 2 jeunes avaient dit qu'après les tirs de mitrailleuse, les soldats japonais s'étaient approchés et avaient donné des coups de baïonnette à tout le monde, l'un après l'autre. Pas à ceux qui étaient déjà morts, mais aux autres, à ceux qui criaient. Un coup de baïonnette et ils ne disaient plus rien. Et après, les Japonais ont jeté de l'essence. Avec la lumière du feu, les 2 jeunes ont pu se diriger et c'est comme ça qu'ils sont arrivés jusqu'à l'endroit où il y avait le chemin qui allait à notre grotte. C'est au cours de cette même journée que le général Matsue et ses chefs d'armée se sont prosternés vers l'est, en direction du Japon et du palais de leur empereur. Puis, le général Matsue a eu le privilège de porter haut et fort les 3 banzai de la victoire. À Tokyo, l'entrée des troupes impériales dans la capitale ennemie est accueillie comme une victoire extraordinaire. En de telles circonstances, tous ceux qui le peuvent se rendent au temple Yasukuni pour rendre hommage aux âmes des soldats morts pour la patrie. En ce jour de gloire, c'est aussi l'occasion de venir jusqu'aux portes du palais de l'empereur Hirohito. Dans le Japon de 1937, les livres scolaires vantent les joies d'être soldat sous le drapeau du soleil levant. Depuis quelques années, les militaires ont pris tous les pouvoirs.
L'empereur fait preuve de docilité, les élites sont à leurs bottes et l'esprit des va-t-en-guerre souffle jusque dans les écoles primaires. Peu à peu, les écoles sont devenues de véritables centres d'éducation militaire. Et il en sera ainsi pendant 8 ans de guerre, c'est-à-dire jusqu'en 1945. C'est dans ce Japon qu'a grandi Shinichiro Kaneko. Avant de partir à la guerre, j'avais eu la chance de pouvoir parler avec mes parents. C'était la toute dernière fois. C'était à peine 2 jours avant de partir que j'ai eu une conversation avec ma mère. De quoi avez-vous parlé? J'étais un garçon très militariste et je lui ai dit « Mère, comme je suis envoyé en Chine, il va falloir que je me montre à la hauteur et que je revienne avec un grade. » Après un moment de silence, elle a dit « Petit idiot, ta mère ne veut pas de ces médailles faites pour briller. Reviens en vie, c'est tout. » C'est ça qu'elle voulait, que je rentre sans grade. Ne cherche pas les exploits, je ne veux pas d'étoiles. Je veux que tu reviennes en vie. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle dit? Comment peut-elle parler comme ça alors que l'avenir de la nation est en jeu? J'avais honte, je vous assure, j'ai eu du mépris pour mes parents. Moi qui sortais de 6 ans de scolarité très militarisée, je ne pouvais pas entendre parler mes parents comme ça. J'éprouvais du dégoût, de la honte à entendre ma propre mère parler comme ça. Elle voulait que je revienne en vie. Mais moi, ce qu'on m'avait inculqué comme valeur, c'était la loyauté envers l'empereur, l'amour de la patrie, tout ce qui s'ensuit. Voilà de quoi on nous avait littéralement bourré le crâne. Il y avait d'ailleurs un livre qu'on étudiait à l'école. C'était « Bonjour Ichitaro ». Ichitaro, c'était l'histoire d'un garçon qui, au moment de la guerre russo-japonaise, avait été envoyé combattre. Le jour de son départ, sa mère lui avait dit « Ichitaro, mon fils, quand tu feras face à l'ennemi, fais ton devoir, honore ton empereur et ton pays. » Ce livre m'avait beaucoup impressionné. Pour nous, une mère japonaise devait se comporter comme ça. Alors, quand j'ai entendu ce qu'elle m'a dit, je n'avais que mépris pour elle. Depuis cette guerre et la défaite de la Grande Russie en 1905, le Japon a fait preuve d'un appétit insatiable de conquête. La Corée en 1910, puis la Mandchourie en 1931. Maintenant la Chine centrale avec Nankin, Shanghai et Pékin. Et après 1941 et l'attaque de Pearl Harbor, c'est toute l'Asie du Sud-Est qui va basculer sous domination japonaise. En 1943, l'Empire s'étendra à l'ouest jusqu'aux portes de l'Inde et au sud jusqu'à celles de l'Australie. Vous aviez d'abord combattu en Mandchourie et vous étiez déjà soldat de première classe. Oui, c'est ça. En tant que première classe, vous aviez donc de l'expérience. Un jour, vous m'aviez expliqué comment vous appreniez aux jeunes recrues à se servir pour de vrai de leurs baïonnettes. Pas des simulations, mais pour de vrai. Oui, pour de vrai. Ça se faisait sur des prisonniers, c'est bien ça. Ils avaient appris à se servir de la baïonnette. Mais après, quand il fallait transpercer quelqu'un pour de vrai, ils faisaient moins les fiers. Et si j'ai bien compris, il est clair que les jeunes recrues ne pouvaient pas faire autrement que d'obéir aux ordres de passer ces prisonniers à la baïonnette. Bien sûr, ils étaient forcés d'obéir. On leur disait que les ordres de leurs supérieurs étaient les ordres de l'empereur et qu'il fallait y aller. Sous prétexte d'exécuter des ordres issus d'un pouvoir divin, les jeunes recrues envoyés pour coloniser la Chine apprennent aussi à tuer impunément des femmes et des enfants. Ce sont moins les combats que de tels actes de barbarie qui ont coûté la vie à plus de 15 millions de Chinois. Je me souviens d'un ordre de tuer tous les villageois. Et ça, c'était un ordre. Nous devions les tuer. C'est ce qu'on attendait de nous, même si on se sentait incapable de le faire. Ce sentiment de refus, on ne le portait pas en nous bien longtemps. Après une année d'expérience, ça devenait différent.
Pour ceux qui étaient des soldats de 3e ou de 4e année, il n'y avait plus de place pour de tels sentiments. Mais quand on était soldat de première année, la lutte était terrible. C'était très difficile de pointer son fusil sur des enfants. On fermait les yeux avant de tirer dessus. S'ils étaient touchés, c'est parce qu'ils n'avaient vraiment pas de chance. C'est comme ça qu'on voyait les choses. Même chose pour les femmes. Avant, dans les villages, les femmes, vous savez ce que c'est que les pieds bandés? Vous savez, elles ne pouvaient pas s'enfuir. On pouvait les tuer n'importe quand, mais souvent il y avait des enfants avec elles, alors on n'arrivait pas à se décider à les tuer. Mais ce que voulaient les soldats avec de l'ancienneté, c'était pas les tuer. Non, c'était les violer. C'est ça qu'ils voulaient. Nous, les soldats de première année, on n'y avait pas droit. Les anciens, ils se disaient, de toute façon, on va les tuer, alors autant commencer par les violer. Les campagnes de Chine du soldat Murassé, dont voici un autoportrait, ont été différentes de celles de la plupart de ces soldats d'infanterie de première, deuxième, troisième ou quatrième année. Murassé n'était pas au front, mais à l'arrière, dans la logistique. Murassé aime la photographie. Ses supérieurs apprécient les portraits qu'il fait. Peu à peu, il acquiert la liberté d'aller et venir avec son appareil. Ses photographies ne sont pas soumises à la censure et il envoie ses films à son épouse qui l'attend au Japon. Ce n'est qu'à son retour qu'il les donnera à développer. Au total, il prend plus de 3000 photos. En décembre 1937, Murassé est à Nankin. Et à Nankin, il fait des images que personne d'autre n'est autorisé à faire. Les photos de Murassé n'ont pas été publiées avant la fin des années 1980, même décennie pour les dessins de Kurihara. Et c'est au cours de ces mêmes années que Nankin a disparu des livres scolaires japonais et que des militants comme Matsuoka ont commencé à collecter des mémoires d'anciens combattants à Nankin. Des mémoires orales, des dessins ou des écrits. Ce sont parfois de simples carnets de soldats confiés discrètement ou même de façon anonyme. En date du 14 décembre 1937, c'est-à-dire au lendemain de la prise de Nankin, le soldat qui a donné ce carnet à Matsuoka avait écrit « J'ai assisté à l'exécution de soldats au bord du fleuve Yangtze. Au bord du fleuve Yangtze, j'ai assisté à l'exécution de soldats vaincus. » Tous les soldats avaient sur eux un petit carnet comme celui-ci. Outre des informations sur leurs états de service, les premières pages présentaient des directives données par l'empereur. En date du 20 janvier 1938, celui qui a confié cet autre carnet avait écrit « Ma section a mis des soldats prisonniers dans une barge. Nous les avons emmenés plus loin, sur le bord du fleuve Yangtze. Ils étaient entassés, ils étouffaient. Ils étaient 1300 et ils ont été tués à la mitrailleuse. Il y avait du sang partout et le fleuve est devenu tout rouge. Ils ont tous été tués. Les marins qui étaient à bord de leur navire regardaient ce qui se passait. Bien que ce soit des ennemis, je ne peux pas m'empêcher d'éprouver de la pitié pour eux. Dans la ville, nous avons vu des corps à moitié brûlés. Il y avait partout des morts. Et partout, nous avons trouvé des vêtements militaires et des armes abandonnées. Et ensuite, nous avons commencé à nettoyer la ville. La tragédie de Nankin est aujourd'hui encore un sujet extrêmement sensible dans la société japonaise. Un nœud si complexe et douloureux que souvent les anciens préfèrent confier leur mémoire de façon anonyme, comme avec ces deux carnets de notes.
Fin décembre 1937. En attendant leur retour triomphal au Japon, les soldats stationnés à Nankin et dans d'autres villes chinoises occupées sont autorisés à préparer les fêtes du Nouvel An. Comme au village, comme à la maison, ils font des gâteaux de riz. Et de l'alcool leur est livré. Mais juste après les fêtes, il va leur être annoncé qu'ils ne rentrent pas au pays, que la guerre continue, qu'ils vont être envoyés plus loin en Chine. Après un début d'accalmie, les habitants de Nankin souffrent alors d'une nouvelle vague de violence, de massacres et de viols. Elle va durer plus d'1 mois, jusqu'en février, jusqu'à la mise en place d'un gouvernement civil. Un jour, mon père a décidé de retourner à la maison avec moi pour aller chercher des provisions. Je n'avais plus mes couettes, mais les cheveux coupés très courts, presque rasés, pour avoir l'air d'un garçon. Mon père avait pensé qu'en venant avec un enfant, ce serait mieux pour lui. En arrivant, on a vu que la porte avait été forcée. Elle était ouverte. En repartant vers le camp de réfugiés, à la hauteur du cinéma Tarwa, il y avait une dizaine de Japonais en train de donner des coups de baïonnette à un homme emmitouflé dans une couverture. Il y avait du sang partout. J'ai eu très peur. Mais on ne s'est pas retourné. Et on a continué en marchant normalement. On nous avait dit de ne pas s'enfuir devant les Japonais et de s'arrêter tout de suite s'ils nous appelaient. Et on a continué comme ça, jusqu'au grand carrefour. Dans la zone de refuge, les stocks alimentaires arrivent à épuisement. Mais les forces d'occupation refusent que de l'aide leur parvienne de Shanghai. Pour beaucoup de familles, il devient impératif de sortir des camps pour trouver de quoi se nourrir, au risque de tomber sur une patrouille, comme celle de Hisaji Kato. On vous envoyait en réquisition? Ça m'arrivait. Qu'est-ce que vous alliez chercher? On appelait ça de la réquisition. Mais ce qu'on cherchait surtout, c'était des objets de valeur et des filles. Entre soldats, ce qu'on appelait la réquisition, c'était d'abord aller chercher des filles. Elles se cachaient où? N'importe où, Comme par exemple? dans des coffres, des endroits pareils. Elles se cachaient et vous les attrapiez. Et après? Vous étiez combien? En mission pour sécuriser la ville, je prenais un soldat avec moi, on les violait, on en faisait ce qu'on voulait. Vous en avez attrapé beaucoup à Nankin? J'en sais rien, moi. Souvent? Oui, Tous les jours? oui, tous les jours. Des femmes se défendaient? Non, Pourquoi? la peur d'être tué. Certaines ont été tuées? Si elles résistaient, on les tuait. Vous en avez tué? Oui. Quel genre? Comment ça, quel genre? Des jeunes filles? Bah, des femmes. Vous les attachiez? Jamais. Elles avaient trop peur de bouger? Attrapées, elles étaient violées, parfois tuées. Dans votre section, tout le monde faisait la même chose? Tout le monde. Violer aussi? Tous violaient. Ils sortaient toujours à 2 ou 3, jamais seuls. Dans ce dispensaire, géré lui aussi par les Occidentaux de la zone internationale de sécurité, il arrive tous les jours des femmes, et même de très jeunes filles effroyablement blessées. Avec leurs caméras, George Fitch et le révérend père John Magee continuent à enregistrer des images. Des images qui un jour témoigneront au monde des souffrances endurées à Nankin, totalement isolé du monde pendant près de 2 mois. Lorsque Fitch quittera Nankin pour rejoindre les États-Unis, il emportera avec lui tous les films cousus dans son manteau. En attendant,
Jour après jour, les Occidentaux enregistrent les noms, âges et adresses des victimes de violences qui leur sont déclarées. Ils déposent aussi des lettres de plainte à l'ambassade japonaise. À ces lettres sont joints des rapports ainsi rédigés. Jeudi 16 décembre. Dans l'après-midi, une femme a été violée dans cette maison, au 11 de l'avenue Mokan. 7 autres soldats sont entrés dans la bibliothèque de l'université de Nankin. Ils ont emmené 7 femmes. 3 ont été violées sur place. Plus de 11 viols ont été enregistrés ce jour-là. Samedi 18 décembre. Plusieurs filles ont été violées dans cette maison. L'une d'elles avait 17 ans. Elle est morte. Au numéro 5 de la même rue, une autre fille a été violée par plusieurs soldats. Lundi 20 décembre, à 3 heures de l'après-midi, 3 officiers japonais sont entrés dans le bureau du camp de réfugiés de l'école primaire de l'avenue Hanko. Le personnel leur a parlé avec l'aide d'un interprète. Ils ont fait sortir tout le monde, sauf 2 femmes. Ils les ont violées dans le bureau. Vendredi 30 décembre, dans l'après-midi, 2 soldats japonais sont entrés au 64 avenue Peiping, dans la résidence d'un membre de l'ambassade d'Italie. Ils ont emmené 2 filles et volé $100. L'une des 2 filles a été relâchée, l'autre n'est jamais revenue. Dimanche 29 janvier, 3 femmes ont été violées dans cette maison. Un peu plus loin, une jeune fille est sortie d'un camp de réfugiés pour aller acheter de la farine. Des Japonais l'ont emmenée avec 20 autres filles dans un camion. Elle seule a réussi à s'échapper. On se conduisait mal, on faisait ce qu'on voulait, mais on avait des règlements. De quel genre? On nous disait de ne pas violer des filles, mais on s'en fichait. Les supérieurs ne pouvaient pas nous surveiller tout le temps, du coup on était souvent juste entre nous, les chefs de groupe et les hommes de troupe. Ils ne pouvaient pas, comment dire, c'était pas possible de nous surveiller tout le temps. Il y avait la police militaire? Oui, mais ils ne traînaient pas dans nos parages. Ils savaient qu'on se comportait mal. Et s'ils avaient voulu appliquer le règlement, il aurait fallu arrêter tout le monde. Et celui qui commandait la compagnie? La mienne? Vous vous souvenez du nom de celui qui la commandait? C'était Tanaka, le chef de compagnie. Est-ce qu'il... Arrêtez de lui poser des questions. Il se souvient de rien. Je comprends. Désolée. Février 1938. Matsue, celui qui avait crié les 3 bonsaïs de la victoire, est rappelé à Tokyo. En fait, le vieux général encombre. Depuis la prise de Nankin, il doute de ses chefs d'armée et des comportements de leurs troupes. Son dernier discours n'est pas vraiment triomphaliste. Deux jours après Matsue, c'est au tour des 2 chefs des armées qui ont mis Nankin à sac de rentrer à Tokyo. On les voit ici embarqués à Shanghai. À Nankin,
un pouvoir civil chinois a été désigné par l'occupant. La zone internationale est fermée et la vie commence à reprendre dans la capitale. Mais l'enfer va se déplacer plus loin en Chine et à partir de 1941, partout en Asie du Sud-Est. À Hong Kong, à Singapour, à Guam, à Manille. Tokyo en septembre 1945. La guerre est finie, en Chine et ailleurs dans le monde. Le Japon est occupé par les forces américaines et ce grand bâtiment blanc est transformé en tribunal international. C'est là que le révérend père John Magee, George Fitch et quelques autres sont bientôt invités à témoigner à propos des massacres de Nankin. L'absence de mini-Vautrin est remarquée. De retour chez elle aux États-Unis en 1941, elle s'est suicidée. Le révérend père John Magee est le premier à témoigner. It was unbelievably terrible. The killing began immediately in several ways, often by individual Japanese soldiers or up to 30 soldiers together going about, each one seeming to have the power of life or death. And then soon there was organized killing of great bodies of men. There were bodies of men lying everywhere. And I passed columns of men being taken out to be killed. These people were being killed by rifle fire and machine gun principally. Also we knew of groups of several hundred being bayoneted to death. À Tokyo et partout au Japon, ces procès ont été vivement critiqués. Par les uns parce que c'était des jugements de vainqueurs, par d'autres parce que l'empereur en était le grand absent. Il n'empêche que ces procès ont fait savoir que Nankin n'avait pas été une glorieuse victoire, mais un massacre, et qu'il y avait eu beaucoup d'autres Nankins pendant ces 15 années de guerre. Mais les préoccupations de la majorité des Japonais étaient ailleurs. En 1946, 48, 50, c'était le temps du retour progressif des soldats retenus en Chine ou ailleurs dans des camps d'internement. C'était le temps de la reconstruction d'un Japon ravagé, épuisé par une guerre si longue. C'était aussi le temps d'aller au temple Yasukuni pour honorer la mémoire de ceux qui avaient fait leur devoir mais qui ne sont jamais rentrés. Au Yasukuni, les noms de 2 millions de morts pour la patrie ont bientôt été ajoutés. Dans ces années-là, un silence autour de Nankin se forge et il s'épaissit vite lorsque la Chine devient communiste. De victime, la Chine de Mao devient l'ennemi numéro 1 et les forces américaines vont jusqu'à recruter des aviateurs japonais pour retourner bombarder des villes chinoises. 30 ans plus tard, en octobre 1978, la direction du sanctuaire a pris une décision qui a compliqué la mémoire de Nankin et de toutes ces années de guerre. Les noms des 7 condamnés à mort au procès de Tokyo ont été ajoutés à la liste des âmes à honorer. La mémoire du général Matsue y est donc aujourd'hui célébrée, comme l'est aussi celle du général Tojo, qui déclara la guerre à l'Amérique en attaquant Pearl Harbor. Cette décision et celle plus récente encore de minimiser la tragédie de Nankin dans les livres scolaires ont scandalisé de nombreux Japonais. C'est alors que Tamaki Matsuoka et d'autres militants ont commencé à collecter des mémoires d'anciens de Nankin et d'autres mémoires sur les routes de Nankin. Au village de Saobao, le bâtiment dans lequel les 36 hommes du village furent brûlés vifs n'a jamais été reconstruit. Enterrés ensemble parce que les familles ne pouvaient pas les reconnaître, leurs âmes n'ont pas pu trouver la paix. Elles sont devenues errantes. Aujourd'hui, les villageois en éprouvent un sentiment de culpabilité. Chez Bao Hafeng, il y avait eu 4 morts. Ce n'était pas possible de les reconnaître. Ils ne ressemblaient plus à rien. C'est comme si on ramassait de la terre dans des paniers. Alors comment on aurait pu les reconnaître? Si on avait pu les reconnaître, chaque famille aurait pu s'occuper de ses morts et on les aurait ramenés chez nous. Les 36 hommes qui venaient de toutes les familles du village, ils souffrent encore aujourd'hui. C'est une douleur qui ne s'efface pas, même avec le temps. À chaque fête, c'est le sentiment que l'on a. Pour calmer leur peine, on achète tout ce qu'il faut. On prépare de la monnaie en papier argenté et des petits lingots à brûler pour que les morts aient de l'argent. On brûle ça dans la maison, dans la cour, et on pleure. Et on invite ceux qui savent réciter les prières, et puis on les appelle à haute voix pour essayer de les consoler et pour qu'ils viennent chercher les offrandes. Il y a une famille
Eh bien, chaque fois qu'on s'occupe de nos morts, eh bien, eux, ils sortent le chapeau en tissu oublié par le père qui était avec les autres hommes du village. C'est pour lui donner. C'est pour qu'il se sente mieux. C'est pour qu'il vienne chercher son chapeau. Tout cela fait beaucoup de douleur pour toutes les familles. Et c'est difficile à vivre. Tout ce que je raconte là, c'est difficile à dire. Surtout à quelqu'un qui est étranger. Partout, dans tous les villages, dans toutes les villes, sur toutes les routes entre Shanghai et Nankin, le long du fleuve Yangtze comme ailleurs, les anciens se souviennent du passage des troupes japonaises comme d'un souffle dévastateur. Partout, des monuments ont été érigés comme autant de traces pour ne pas oublier. Le premier de ces monuments se trouve là où, en 1937, il n'y avait qu'un rivage, face à la mer. C'est là que plusieurs divisions japonaises en route pour Nankin furent débarquées.